Donc bonsoir tout le monde. Ravi de vous accueillir aujourd'hui ce soir sur le regard entre la France et le Japon. Bonsoir Franck, tu es aujourd'hui directeur général de Rémy Cointreau. Tu as passé plus de 7 ans chez Shiseido. Tu as aussi également occupé des postes chez Chanel et Unilever en France et à l'international. Et en plus engagé depuis plusieurs années au sein du comité d'échange franco-japonais. Et Adrien, donc toi tu es cofondateur de Bonsai Collector. Ouais. Donc les bonsai qui sont aujourd'hui ici font partie de Bonsai Collector. C'est ça. Tu as toujours été dans le bonsaï, si je puis dire, depuis ton très jeune âge, mais c'est en t'installant au Japon en 2014 que ta passion est devenue quelque chose de professionnel. C'est ça. C'est bien ça. Ouais. Et ton parcours est très entrepreneurial parce que tu as monté ta première boîte avant tes 18 ans. Tu es arrivé au Japon pour la Team France Export, donc Business France, ambassade de France. Puis tu as dirigé le développement des fusions-acquisitions sur l'Asie-Pacifique pour un fournisseur de Airbus. C'est ça, en quelques années, oui. D'accord. Et tu es aussi un YouTuber de bonsaï. Qu'est-ce que c'est qu'un YouTuber de bonsaï? On pourra en parler. Je me permets juste de t'introduire aussi, Caio, puisque tu nous fais le plaisir aujourd'hui d'être modératrice de cet échange croisé. Et ton parcours est aussi absolument complémentaire à notre discussion, puisque toi, tu es japonaise, mais tu es aussi entrepreneuse et tu as monté ta propre entreprise en France, qui a été une entreprise à succès dans la tech française, DataWords, et tu es maintenant business angel et tu accompagnes des projets innovants, ainsi qu'un groupement de femmes Global Founders. Le nom m'échappe, mais c'est Global Women Founders. Voilà. Et donc on est tous les trois liés très fortement avec le Japon, et donc on a hâte de faire cette discussion. Merci beaucoup aujourd'hui. Super. Donc ma première question, c'est un peu aussi que je la pose aussi à l'audience, puisque vous connaissez le Japon et la France. Une question à tous les deux. En un mot, s'il fallait parler de la France et du Japon, quel serait le mot que vous mettriez sur la France et le Japon? J'ai trouvé. Je t'en prie. Le respect. Ça, c'est la France? Ouais, les deux mutuels. D'accord. La France n'est pas le partenaire de trading favori des Japonais, néanmoins. Mais ça, on expliquera sur les façons de travailler. Mais il y a un respect très fort entre les deux pays, pour des raisons davantage culturelles, de savoir-faire, de tout ça. Voilà. D'accord. Très intéressant. Et Adrien? En un mot, pour les deux pays, je mettrais culture comme le mot central, puisque c'est un aspect très fort et apprécié de nos deux pays. Ensuite, si individuellement on devait mettre un mot sur chaque pays, je dirais que le Japon, c'est la précision, et la France, c'est l'envie de faire. Alors, ensuite, il y a l'après, mais il y a surtout l'envie d'abord. Très intéressant. Au gré des questions, moi je vais me dévoiler. Je vais dire tout ce que je pense. Alors, je vais poser des questions un tout petit peu plus business dans ce cas-là. Toi, Franck, qui a quand même dirigé dans plusieurs pays, si je fais un focus entre le Japon et la France, d'un point de vue management, quel serait... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de différences. Si tu peux un peu nous parler de comment tu diriges ton équipe japonaise par rapport à la France, ou quelles sont les différences que tu voudrais bien partager avec nous? Merci pour la question. C'est vrai que j'ai eu la chance de travailler dans pas mal de pays. 3 fois aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en France finalement, par la force des choses, mais on y reviendra. Mais je tire de cette expérience japonaise quelque chose d'extrêmement positif, en fait qui me ressemblait déjà beaucoup. Et c'est pour ça que des Japonais me disaient « t'es plus japonais que nous ». Parce que je me suis retrouvé immédiatement à l'aise dans cet environnement. Il y a plein de choses. Il y a le respect des gens, il y a la collectivité. Les gens, on dit nous au Japon, on ne dit pas je, comme en France, je, tous les gens disent je. Là-bas, on dit nous, c'est un groupe, c'est la force du groupe, la collaboration entre les uns et les autres, et ce respect mutuel. Tu as dit le mot précision, effectivement, la précision, les process, les choses sont organisées. Après, il y a le flip side, mais derrière chacun de ces mots, mais on en parlera après aussi. Il y a également la ponctualité. Vous imaginez pas ce que pour moi ça représente. Qui ai vécu aux États-Unis, je suis toulousain, moi en plus. Ouais, vous pourriez vous dire, il arrondit. Oui, tout à fait. Je suis fier de mes origines toulousaines, très fier. Mais en revanche, la ponctualité, pour moi, dans les affaires,
c'est clé, c'est clé. C'est une question de respect pour les entrants et ceux d'après, dans la réunion d'après. Donc aux États-Unis, j'ai appris la ponctualité, à être à l'heure avec un agenda. Voilà. En France, il n'y a jamais d'agenda. Et l'introduction met une demi-heure. Vous voyez, mais les gens sont en retard. Et aux États-Unis, les gens se lèvent quand la réunion est terminée. Alors au Japon, c'est plus subtil. Avec les Japonais, c'est plus subtil. L'heure, c'est pas l'heure. C'est avant l'heure, c'est l'heure. Je suis sûr, mais tout le monde, vous le savez, ça. Il faut montrer ce respect par rapport à l'audience à qui on va s'adresser, qu'on est là et qu'on n'a pas quelques minutes avant la réunion et qu'on n'a pas pris le risque de ne pas être là à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire dans la nuance? Je trouve ça fabuleux. Du coup, les gens sont toujours là 5 minutes avant. Ils font leur petit truc avant la visio ou pendant la réunion, mais tout le monde est là. Voilà, c'est extraordinaire, la ponctualité, vous imaginez pas. Donc moi, j'emmerde tout le monde dans le groupe Rémi Cointreau avec ça. Voilà. Parce qu'il faut être à l'heure dans les réunions. Et moi, les gens qui ne sont pas à l'heure, c'est terminé. Terminus. Je leur ferme la porte. Ils n'avaient qu'à être là à l'heure. Vous voyez ? Non, mais je partage complètement. Mais inversement, quand je suis arrivée en France, je suis arrivée 10 minutes avant. J'étais invitée chez quelqu'un pour un dîner. Et en fait, les gens étaient en train de se doucher. Et donc, on m'a dit ne jamais arriver à l'heure à un dîner parisien. Donc, qui est prévu 6 mois à l'avance. C'est ça, exactement. Exactement. Et alors, Adrien, toi, tu as monté ta boîte au Japon. Je sais qu'aujourd'hui, le Japon a un peu la côte, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est, je dirais, à cause ou grâce au yen qui est faible. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui visitent le Japon. Quelle était la partie la plus dure pour toi ou la plus surprenante quand tu as dû monter ta boîte au Japon? Alors, je suis peut-être dans une situation un petit peu particulière puisque j'ai eu la chance d'étudier sur le Japon avant d'y aller. J'ai fait une partie de mes études sur le marketing et la relation internationale entre l'Europe et le Japon. Et donc, ma première visite au Japon n'a pas été un choc, mais n'a pas été une découverte. Elle a été plus une constatation, une validation de ce que j'avais étudié, de ce que j'avais apprécié en étudiant. Ça m'avait donné déjà à l'époque, donc il y a plus d'une dizaine d'années, des clés de vie qui étaient déjà un peu particulières. La deuxième chose, c'est qu'ayant travaillé pour l'ambassade, ayant accompagné plus de 200 entreprises françaises en tant que primo-accédants sur le marché japonais à trouver leurs propres partenaires, j'ai pu voir beaucoup d'écueils. Et donc, quand il est venu le moment pour moi de redevenir entrepreneur au Japon et de créer mon entreprise là-bas, j'ai eu la chance d'avoir cette expérience et de ne pas être pris dans les déboires qu'on peut connaître aussi en France quand on est entrepreneur débutant, parce qu'il y a beaucoup d'écueils possibles. Mais donc, j'ai fait les bons choix. Donc, j'ai eu une création de société au Japon qui a, en réalité, été plutôt simple, en ayant fait les bons gestes, disons. Donc ça a été je peux vous donner quelques exemples, mais en tant qu'étranger, fonder une société au Japon, c'est compliqué pour une raison toute simple, c'est que votre nom ne s'écrit pas dans la langue du pays qui sont les katakana, les hiragana et les kanji. Votre nom officiel est un nom avec des lettres latines, et ça, administrativement parlant au Japon, c'est un vrai challenge. Donc votre nom officiel est une traduction phonétique de votre nom officiel français. Et juste ce simple fait-là peut être très compliqué. Donc la solution, c'est de créer une société avec un Japonais, avec une Japonaise, qui fait toute la partie administrative, qui prête son nom pour la partie administrative, et ça, d'un coup, vous sauvez 6 mois de labeur. Moi, on me dit très souvent, les gens qui sont au Japon, qui ont un petit peu travaillé au Japon, me disent que le Japon est un pays avec beaucoup de paradoxes. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Parce que, par exemple, pourquoi elle dit ça? C'est parce que les personnes sont parfois étonnées de voir des personnes très sérieuses qui traversent la rue pendant la journée, et le soir, quand ils ont un peu bu, si je puis dire... Ils n'en peuvent plus. Change complètement, et oui. donc on me dit très souvent... Ah non, Rico, ils sont lâches. Bon, alors, ce sujet, ce qui se passe, c'est que... il y a une discipline terrible au Japon, mais qu'en même temps, j'aime beaucoup dans les affaires. C'est cadré. Il y a le mot rigueur aussi, il y a de la rigueur.
Mais après, encore une fois, il y a le flip side. Des fois, c'est excessif, d'accord? Les process sont excessifs et quand on sort du cadre, là, ça va plus. Là, ça va plus. Il faut qu'il y ait un cadre bien délimité. Mais par rapport à ta question, effectivement, oui, se lâche le soir parce que la hiérarchie est très forte, très pesante. Tant que le chef, je la fais courte, hein, mais dans la plupart des mois, tant que le chef, il se lève pas. Et au Japon, c'est des open plans. On voit très loin là le quadrillage des cubicles. Et dans le temps que le chef là-bas, il se lève pas et il a le même espace que tout le monde. Ben, si c'est pas, et on le voit hein, loin là, très loin. Et ben tant que s'il s'est pas levé, tout le monde reste assis. Donc ils sont là et même s'ils sont payés 15 fois de moins. Hein. Et donc quand le chef enfin se lève, ça y est, tout le monde part. Et donc, comme c'est tard, évidemment, et il ne faut pas rentrer trop tôt non plus, hein, mais ça, tu le sais. Hein, socialement, c'est pas trop bien vu de rentrer trop tôt, sinon ça veut dire que mon job n'est pas suffisamment bien valorisé vis-à-vis de mon épouse, la mère de mes enfants, etc. Donc il y a tout ça qui joue. La pression, parce qu'ils travaillent dur, hein, les Japonais. Ils travaillent dur, beaucoup de discipline, etc. Donc ils se lâchent, oui. Donc ils vont boire. Ils vont boire ce qu'on va boire tout à l'heure grâce à Benoît. C'est ça, exactement. Et Adrien, est-ce que toi, tu vois le paradoxe aussi dans le business, par exemple? Ouais, dans le business, on le voit tous les jours, d'autant plus avec des outils. Nous, notre matériel de travail, c'est le bonsaï. On vit dans une société au Japon où tout va extrêmement vite, parce que c'est une société de consommation hyper accentuée. On veut toujours être à la dernière mode. Il y a des modes plusieurs fois par an. C'est vraiment la règle de l'éphémère au Japon. Donc vous allez avoir, l'exemple le plus connu que tout le monde connaît, c'est les Kit Kat. Vous avez au Japon des Kit Kat pour toutes les saisons, avec des goûts différents, qu'on va pouvoir tester spécifiquement parce que le temps est comme ça. Mais ça, c'est valable pour tout. C'est valable dans la mode pour les vêtements, c'est valable dans les comment les magasins sont habillés. Tout est vraiment très défini comme ça. Nous, on travaille avec quelque chose qui est très long. Très long. On travaille avec des bonsaïs qui ont plusieurs centaines d'années, qui se passent de génération en génération, mais dont le moment propice pour être vu ne dure que quelques jours. L'érable que tu as derrière toi, Caio, il est en train de changer de couleur, et ça, c'est un process qui va durer 5, 6 jours, 10 jours maximum. Donc on va être constamment dans ce paradoxe du « faut que tout aille vite », mais en même temps, on travaille des choses qui sont très longues, et les Japonais savent très bien travailler le long terme. On est sur... Franck, je te lance pas sur la création de contrats. Ça prend des semaines, des mois pour établir tous les termes d'un contrat. Mais une fois que le contrat est créé, c'est by the book, quoi. Les règles sont là, on est payé en temps et en heure, tout est fait de façon hyper timée et tout va très vite une fois que tout a été préparé. Et là, on touche à l'omotenashi. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu en penses du omotenashi? L'omotenashi, c'est un grand sujet, au cœur des valeurs. C'est quoi peut-être que les... Pardon? Omotenashi. C'est la façon de rendre, d'accueillir son hôte, de le mettre à l'aise, qu'il se sente bien. Voilà, l'omotenashi fait partie de l'accueil, de créer cette sensation de bien-être, de se sentir bien avec son interlocuteur. Voilà, l'omotenashi qui était au cœur d'ailleurs des valeurs de Shiseido, hein, entre autres. Et tu parlais de quelque chose, la mode, tu m'as fait penser que j'ai travaillé dans la mode chez Chanel aux États-Unis, mais je sais que je me souviens bien aussi un sujet. Le temps est long, mais la qualité également est une chose essentielle chez les Japonais. Les clients les plus exigeants du monde étaient les Japonais. Hein, dans la moindre couture, les produits étaient retournés à la boutique c'est du zéro défaut. Et ça, c'est pareil, c'est quand j'ai travaillé dans ce merveilleux groupe Shiseido, c'était pareil. La qualité ultime, les meilleures crèmes du monde, je le dis encore, c'est les crèmes Shiseido. Le plus gros investissement technologique, c'est la haute technologie, le Japon. Même s'il y a une perte de vitesse, faut le dire aujourd'hui, par rapport à d'autres pays, que ce soit Taïwan, la Corée, sur différents angles, différentes technologies. Mais le Japon reste quand même très puissant en technologie, est à la pointe de la technologie et de la recherche. Et comment est perçu, selon toi, est-ce que tu as senti, alors c'est une question un peu bizarre que je vais peut-être te poser, mais on est sur la beauté. Est-ce que la beauté, comment elle est vue? Est-ce que tu sens que c'est une différence culturelle? Oui, énorme. Ne serait-ce que dans
Dans les rituels, la beauté est quelque chose de très important. Il y a beaucoup plus de rituels au Japon, de mouvements. En France, c'est rapide. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails des rituels, mais il y a jusqu'à 10 gestes dans le rituel le matin chez une japonaise, comparé à 3-4 maximum en Europe, en France. Donc il y a beaucoup de différences. Il y a aussi une chose qui est fondamentale au Japon, c'est je suis sûr que tu vas pas me contredire sur le côté l'amour de la nature, ce qu'on appelle le motanai, tout ce qu'on retrouve dans la beauté, hein, le champignon, le riz, toutes ces choses, des ingrédients naturels. Voilà, cette quête de l'ingrédient naturel chez les Japonais. On valorise énormément la nature et on la respecte. Tout à fait. Et Adrien, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, je ne peux qu'acquiescer. Le respect de la nature et sa dimension, tu dis le mot respect, c'est tout à fait ça. Ça vient du zen, tout ça. C'est vraiment lié à cette philosophie du respect de la nature, que la nature nous apporte des choses en tant que société, en tant qu'humain. Les bonsaïs ici sont des mises en valeur de cette beauté. Ce sont des petits écosystèmes naturels. Et les Japonais qui veulent en avoir chez eux, ou les Européens qui veulent en avoir chez eux, font rentrer cette nature dans leur quotidien. Donc on a ces rituels de beauté personnels et on a ces rituels de beauté, de mise en valeur de son intérieur. Bon, sur ça, les Japonais ont pas mal évolué aussi parce que les Japonais ont moins de bonsaï, c'est quelque chose qui sont des objets un peu plus luxueux qu'avant. Et du coup, on a moins cette propension à faire des présentations en intérieur. Les Japonais reçoivent moins aussi chez eux, à la différence des Européens et des Français particulièrement, où aujourd'hui on reçoit beaucoup chez nous, on a des invités, on fait la fête, et c'est des occasions de pouvoir accueillir les gens dans un environnement qui est sympa. Mais donc cet aspect de nature à l'intérieur de chez nous et tout le thème et tout ce que peut faire le bonsaï. Super. Et Franck, c'est encore une question un petit peu sur la France et le Japon, mais par exemple, moi j'entends aussi énormément quand on est au Japon, il y a pas mal de marques françaises ou américaines ou autres qui arrivent sur le marché japonais et qui disent que le marché japonais prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps à pénétrer, si je puis dire, par rapport à la Chine ou la Corée, parce qu'il faut adapter, par exemple pour la cosmétique, il faut adapter les produits au Koseicho ou autres. Et à l'inverse, par exemple, quand Shiseido, parce que Shiseido au Japon, c'est vraiment la marque de cosmétique que tout le monde connaît. Bon, vous rentrez dans n'importe quel magasin, dans n'importe quelle ville au Japon, il y a Shiseido. Est-ce que inversement, Shiseido, par rapport au Japon, est-ce que Shiseido France, si je veux dire, ou Europe, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû changer ou est-ce qu'en termes de communication, de marketing, de choix de produits, est-ce qu'il y a des adaptations, des changements que vous avez dû faire? Non. Non, je réfléchis parmi les 15 marques, essentiellement Shiseido qui est la plus importante. Il y en a une qui s'appelle Clé de Peau Beauté qui est magnifique, qui est une marque extraordinaire. Mais il y en a d'autres, mais on les importait pas toutes non plus. Hein, mais il n'y a pas eu d'adaptation en termes de formule ou quoi que ce soit. Simplement, les produits japonais arrivent en France avec beaucoup de crédibilité, justement sur la qualité, sur l'aspect technologique, sur la sensorialité. Ce sont des produits, parce que les Japonais se font un point d'honneur à créer des produits d'une qualité exceptionnelle. Et c'est pour ça que, de l'autre côté, ils attendent aussi la même chose. Pour être crédible, il faut avoir une marque qui existe depuis un certain temps. C'est pas un phénomène immédiat, effectivement, la pénétration du marché japonais. D'ailleurs, je l'affronte en ce moment sur d'autres produits qui sont des alcools, hein, n'est-ce pas? Il y a eu des grands moments sur le cognac et là, c'est le whisky. Donc, j'y vais bientôt d'ailleurs. Mais c'est une autre catégorie de produits. Donc là, je vais le vivre à l'envers. Ouais. C'est ça qui est marrant. Mais voilà, si ça répond à ta question, il y a une crédibilité innée dans les produits japonais qui nous a fait en fait prendre des parts de marché assez rapidement en France. Même si, attention, se battre avec une maison étrangère comme ça, qui avait un déficit quand même de crédibilité, de notoriété, de notoriété en termes d'investissement pour des raisons historiques, hein, de footprint en France. A fait que ça nous a pris un certain temps, hein, mais et puis la France, puisqu'on parle de la France, hein, c'est le marché pour l'avoir vécu chez Chanel, des marques françaises. Les marques françaises sont très ancrées en France, donc ça a pris un certain temps pour
finalement gagner des parts de marché. Mais on a vraiment gagné des parts de marché importantes, notamment sur les produits de soins, plus que le maquillage. Oui. Et c'est vrai que le rituel du soin, comme tu le disais tout à l'heure, est très très différente entre l'Europe, si je puis dire, et le Japon. Oui, et on posait la question en Arabie Saoudite, où j'avais été, c'est un dernier colloque où je m'étais rendu, où effectivement, là aussi, il y avait toute une courbe d'apprentissage sur un marché qui est l'Arabie Saoudite, qui est un énorme marché, d'ailleurs, qui n'est pas ouvert aux alcools non plus. Hein. Donc, à terme, ça s'ouvrira, parce qu'il y a maintenant des grands prix, il y a Madonna, ça s'ouvre, les femmes ont le droit de conduire depuis quelques années, ce qui est dingue. Moi, j'ai connu l'Arabie Saoudite. On n'est pas là pour parler de l'Arabie Saoudite. Non, mais c'est juste que culturellement, c'est un pays intéressant où il y a encore 7-8 ans, quand j'allais dans mon autre vie, vous aviez des parfumeries où il y avait la voie homme et la voie femme, séparées en deux. Hein. Les hommes et les femmes ne rentraient pas ensemble. Et il y avait la police religieuse qui dans les centres commerciaux, avec un bâton, tapait sur les femmes qui étaient regroupées. Il y a pas très longtemps, il y a moins de 10 ans. Donc, comme quoi, les choses évoluent beaucoup. Voilà, mais on pourrait parler du rôle de la femme au Japon, ce qui est un autre sujet qui évolue. Hein, oui. C'est un autre sujet. Alors, par rapport à ça, oui, alors je vais rebondir sur le rôle des femmes au Japon, parce que... Alors, qu'est-ce que tu en penses déjà ? Alors moi, je pense qu'il y a plein d'efforts qui sont faits, comme sur la notion LGBT. Hein. Ma fille tient tellement... donc, il fallait, dans tous mes speeches, il fallait que je parle de ça. Hein, parce que ma fille, elle me disait, t'as pas parlé de LGBT. Et donc, et ça me tient à cœur, évidemment, cette cause. Mais c'est de plus en plus important. Mais le rôle des femmes au Japon, il y a le Forum économique qui donne ce ranking, qui est 118e rang sur 148 pays. Hein. Vous allez me dire, la France, elle est où ? Je croyais qu'elle était meilleure, elle est que 35e. Mais bon, c'est déjà pas mal. Le Japon, c'est 118e. Moins de 10% des postes managériaux sont occupés par des femmes au Japon. Mais ça change. Et le groupe Shiseido vraiment faisait la promotion. C'est vrai. On parle anglais au siège, là, hein, parce que l'anglais aussi, c'est un sujet work in progress. Et le rôle des femmes dans des postes managériaux a été vraiment boosté dans le groupe Shiseido. C'est un exemple. Non, c'est vrai que le groupe Shiseido était, je pense, de mémoire, un des premiers groupes à avoir mis aussi une nurserie au sein du headquarter, il me semble. Et toi, Adrien, qui connaît très très bien le Japon, puisque tu as vécu très longtemps, et d'ailleurs tu fais beaucoup d'allers-retours, comment est-ce que tu vois ce rôle justement des femmes, par exemple, entrepreneurs ? Des femmes entrepreneurs, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas assez. Ça, c'est une certitude. Alors, il y a des grands groupes au Japon qui font énormément d'efforts pour faire la promotion de la place de la femme et de la diversité dans l'inclusion dans les entreprises japonaises. Il y a énormément d'efforts de communication qui sont faits à ce niveau-là. Moi, mon expérience personnelle, j'ai travaillé pendant 4-5 ans dans l'industrie, donc la fabrication de pièces, de structures pour les voitures, les avions. On avait peut-être sur un groupe de 600 personnes, à part les office ladies, donc juste les assistantes qui font de la saisie informatique, pas une manager, pas une seule, entreprise familiale de 4e génération. Et dans le métier du bonsaï, dans l'industrie du bonsaï, il y a 2 femmes sur 2000 business. On a 2000 business de bonsaï au Japon, qui tournent autour du bonsaï. On a 200 jardins et 10 exportateurs. Sur les 200 jardins, je connais 2 femmes qui sont propriétaires de jardins. Alors, il y a toujours une femme dans un jardin, hein. La femme de propriétaire qui fait la compta. Ça, c'est clair. Mais propriétaires, juste 2, et dont une qui vient du métier de l'ikebana, d'ailleurs, qui est beaucoup plus féminisé, qui est un art beaucoup plus féminin et qui a aussi ses explications, parce que c'est tout un système, l'ikebana et l'apprentissage de l'ikebana au Japon, mais qui est beaucoup... Donc moi, au quotidien, je ne travaille qu'avec des hommes. Même dans de l'art naturel, des arts, on pourrait se dire, c'est un peu plus féminin, etc. Non, pas du tout. Donc je suis confronté à ça tout au quotidien. Je n'ai en face de moi que des hommes. Donc, quelques progrès à faire. Alors, après, je tiens à noter que sur la partie MEA, 86% des effectifs étaient féminins. Hein. Donc, maison japonaise, 86% femmes, ici à Paris. Enfin, on avait 2000 personnes.
Ah oui, en France, rien à voir. Mon expérience en France est l'opposé de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu au Japon. Ouais, tout à fait. Et donc, on parlait des bonsaïs. Est-ce que Franck, tu connais très bien les bonsaïs? Pas très bien, non. Mais j'adore. Je sais pas si je peux raconter une anecdote. Mais Vas-y, je t'en prie, vas-y. Ça va pas vous plaire. Mais non, j'aime. D'abord, alors oui, je peux vous raconter plusieurs anecdotes. J'en ai plein. J'habite pas très loin et sur mon jardin, attends, tu parles de jardin, alors mon balcon, on s'emballe. C'est un balcon filant, d'accord, c'est étroit et très long. Il est long, mais c'était mon brief. Et j'ai cherché plein d'appartements et cet appartement correspondait à mon brief. Il y avait un long balcon filant. Ça doit être le seul endroit où il y a des palmiers de 2 mètres. Hein, mais j'ai pas de bonsaï, mais j'ai des arbres japonais. Hein, voilà, vous pouvez pas le rater. Rue du Faux, vous voyez, il y a plein d'arbres sur mon petit balcon. C'est la forêt vierge. Je pense que les gens de Chanel qui habitent en face, enfin j'ai pas fait exprès, j'habite face à mon ancien employeur. Eh ben ils regardent mes plantes. Et ça me fait plaisir. Voilà, et du coup, j'ai oublié la deuxième anecdote. Oui, non, l'anecdote, elle est moins marrante peut-être, mais malheureusement, post-Covid, ça a été compliqué pour toutes les entreprises. Vous vous rappelez ça a été compliqué parce que le business était down. Hein, c'est un peu la crise des subprimes en 2008 aux US que j'ai vécu. Eh bien, il a fallu rationaliser les dépenses, etc. Et j'avais un Chief Strategy Officer qui n'avait trouvé que de meilleure idée que de nommer la rationalisation, les réductions de headcount bonsaï, comme nom de code. Et moi, j'ai animé. Et je voyais Karate Kid, tu sais, qui coupe Monsieur les Miyagi, petits... ouais. Voilà, exactement. Un homme d'une intelligence suprême et qui me... Voilà. Donc, ça me fait penser aussi à ça. Donc, évidemment, j'ai donné un autre nom, puisqu'on n'avait que des noms japonais pour tous les projets qu'on faisait. Et les Japonais étaient fiers de ça. Tous nos projets portaient des noms japonais. Le bonsaï est un art subtractif, donc ça fait sens. Hein. Mais on va se revoir. Ouais, on va régler ça. Et Adrien, juste, si je parle un petit peu de prix de bonsaï, c'est quoi un prix d'un bonsaï? Parce que, par exemple, moi, quand je vois des bonsaïs, sur Amazon, ça va c'est entre 30 et, je dirais, 80 €. Ouais. Est-ce que ça, c'est un vrai bonsaï ou est-ce que les bonsaïs sont plus chers? Alors, un bonsaï, bonsaï, ça veut dire plante en pot. D'accord, c'est assez simple. Ensuite, il y a les esthétiques qui nous viennent du Japon depuis une centaine d'années, qui ont été un peu canonisées. Mais un bonsaï, par définition, ça va de 5 € à 5 millions d'euros. Voilà. Donc, pick your poison. En fonction de ce que vous pouvez mettre, faites-vous plaisir. On dit souvent, pour la blague, on raconte, nous c'est notre métier, on le vit au quotidien, il y a des pré-bonsaï, il y a des bonsaï, et il y a des bonsaï qui ont des awards, qui ont des prix, et qui sont très reconnus, qui ont une histoire. Dans les pré-bonsaï, vous avez vraiment les premières pousses, et qui ne sont pas des bonsaïs parce qu'ils n'ont pas de forme encore. Ensuite, vous avez les pré-bonsaïs, donc qui sont des bonsaïs en travail, qui n'ont pas encore leur forme définitive, mais qui vont être structurés au fil des ans jusqu'à leurs 50, 60 ans selon les espèces. Okay. Là, ce que vous avez techniquement sur votre droite ici, c'est techniquement un pré-bonsaï. C'est quelque chose qui a dans les 15-20 ans, qui est encore très jeune, un érable burger. À ma droite, c'est un érable qui a 35-40 ans, dont la forme a été définie. Et donc, à partir de cette forme-là, ça va continuer à évoluer, à grossir, à être rabattu, à grossir, à être rabattu, à grossir, à être rabattu. Mais sa forme, son esthétique a été définie, et donc du coup, c'est un bonsaï. Maintenant, c'est pas des arbres qui sont primés encore, qui n'ont pas forcément fait partie d'expositions renommées au Japon. Et donc, elles n'ont pas une provenance, elles n'ont pas une histoire qui leur permet d'être considérées encore comme des œuvres d'art. C'est une catégorie qui arrive juste après, et donc sur laquelle on est sur des arbres qui ont plus de 60 ans. Et nous, c'est notre cœur de métier. On se concentre sur les arbres qui font plus de 2 000 €, entre 2 000 et 150 000 €. C'est notre cœur de métier, avec 60 ans plus, avec des awards et avec des qualifications comme ça, qu'on s'efforce de valoriser dans le temps, de façon pérenne, avec nos collectionneurs qui nous rejoignent et qui investissent leur temps et leur argent dans cet art. Alors nous aussi, je rebondis là-dessus parce qu'on a des produits qui vieillissent dans le groupe dans lequel je suis aujourd'hui. On a des whiskies de 18 ans, on a des cognacs de plus de 100 ans, notamment Louis XIII.
voilà. Une ounce, c'est 250 €. Alors, Ouais, c'est tout plus, petit, une plus ounce. Hein. c'est vieux, plus ça a de la Oui, valeur. 13. Ah oui, oui. C'est Ils comme vieillissent dans des fûts, dans les chais à cognac. La maison a 300 ans, hein, donc voilà, tu m'y as fait penser. Donc on vieillit nos produits. À la différence du métier dans lequel j'étais, on vieillit surtout pas les parfums et les produits cosmétiques qui ont une vie sur les étagères qui est déterminée, quoi. Mais les bonsaïs, c'est incroyable. Ceux-là, tu disais, ils ont quoi, 15 ans? 35-40. 35-40. Ouais. Et combien coûterait un bonsaï? Ça, c'est entre 3 et 4 000 €. 3 et 4 000. Mais c'était un peu c'était drôle qu'on se rend compte parce que quand on a formé ce petit groupe pour essayer de faire ce talk aujourd'hui, on s'est rencontrés pour la première fois, c'était ton dernier jour chez Shiseido. D'accord. Okay. La veille, tu nous as Je très pleurais, gentiment reçus pleurais, avec Sophie pour préparer ce talk et on savait pas à l'époque où tu allais. Ah mais non, j'avais pas le droit. Non, on n'avait pas le droit. Donc, tu nous avais fait la surprise le lendemain de lire dans la presse. Qui est là. Voilà. Non, j'avais pas le droit de le lire, surtout pas. Donc on ne savait pas, mais c'était une vraie surprise parce qu'effectivement, entre le bonsaï, le vin, les cognacs, il y a une histoire commune qui est le vieillissement et la prise de valeur de ces produits. On est dans des industries qui travaillent le temps long, qui produisent des choses de valeur et qui se bonifient avec l'âge. Dans mon groupe, j'ai découvert qu'on avait le plus vieux rhum du monde, 1703. Mount Gay, vous vous rendez compte? 1703. Et ça a quel goût? J'en ai bu avant d'arriver. Je suis en pleine forme. Non, c'est pas vrai, j'ai pas eu le temps, mais c'est extraordinaire. Mount Gay, qui est fait à la Barbade, où j'ai pas encore eu le temps d'aller. Je dois y aller. Super. Et alors pour un petit peu, on parlait un petit peu plus de business. On parle beaucoup. Alors je reviens un peu sur le Japon. On parle beaucoup que de faire du business avec les sociétés japonaises ou les personnes japonaises est compliqué pour une personne non japonaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Il faut décoder. Je pense que c'est bien de connaître la culture japonaise avant de rentrer dans des négociations avec des Japonais. Parce qu'il y a une certaine complexité dans le sens où les Japonais disent pas tout. Hein, toi, Noriko, disent pas tout de suite. Hein, les Japonais disent pas oui, pas non. Donc faut décrypter, faut décoder. Il faut lire l'air, comme on dit. Il faut lire l'air. Oui, il faut lire. Et c'est ce que j'ai adoré chez eux. Il y a un truc que j'adore chez les Japonais, ce sont les silences qui parlent. Voilà. Moi, j'ai eu des réunions que des Français pourraient penser lunaires, mais que j'adorais, c'est-à-dire on parle pas. Hein, on grogne un peu, on réfléchit, mais on formule pas sa réponse. Ça veut dire que, attends, moi j'ai besoin de la digérer. En France, on parle beaucoup, hein, ça on occupe l'espace. Alors là, ils aiment pas, hein, c'est normal. Et moi non plus, j'aime pas. D'ailleurs, j'aime bien que c'est plus articulé, on prend le temps. Et voilà. Et eux, il faut comprendre ça. On peut pas, parce que si vous forcez un Japonais à prendre une décision, ce sera pas une bonne décision. Ça va pas se concrétiser après. Voilà, faut décoder. Ça, c'est un des décodages. Hein. Il y a plein d'autres décodages, jusqu'à la présentation de j'allais dire la carte de crédit, mais non, la carte de la business card. Il y a une façon de le faire, mais ça tout le monde le sait. Il y a plein de codes spécifiques. Les décisions prennent un certain temps. Il faut revenir. Elles sont en antichambre. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, il faut être patient. Qui sont subtiles, mais que j'adorais. Ça me manque, ce côté... je vais japoniser notre maison française. Et Adrien? Oui, il y a plein d'anecdotes et il y a plein de choses dans mon parcours qui ça me fait sourire ce que tu dis, Franck, parce que c'est très vrai. Il y a énormément de petits codes qui s'accumulent dans une relation de business et qui font que ça prend du temps d'arriver à faire du business avec le Japon et avec les Japonais. Quand j'étais chez Business France, on me disait, si vous n'êtes pas déjà équipé pour au moins 18 mois, et si vous n'avez pas mis un projet avec un budget pour tenir 18 mois sans rien gagner, c'est pas la peine de vous investir sur le Japon. Parce que de toute façon, ça prendra au moins ce temps-là. Il faut avoir les reins solides. Quand vous êtes dans des réunions, une anecdote, tiens, je partage. On essayait de racheter une entreprise, donc j'étais dans l'aéronautique à l'époque, on essayait de racheter une entreprise familiale japonaise établie sur le Japon et la Malaisie. Donc plein de due diligence, ça prend très longtemps. J'ai dû faire une série de meetings. On est au Japon, on répond à des questions, c'est vraiment du aller-retour, on répond à plein de questions. On se voit pas pendant 6 mois,
Puis on se revoit en Malaisie pour aller visiter une usine, puis on me repose les mêmes questions. Exactement les mêmes. Et 5 Japonais devant moi qui me regardent et je réponds. Et là, il y en a un qui sort une feuille qui dit « Ah, il y a 6 mois, à cette question, vous avez répondu ça. » C'est pas pareil. Qu'est-ce qui a changé ? Corroborer. Ils passent énormément de temps à corroborer pour montrer que dans la corroboration, ils peuvent gagner la confiance parce qu'on a un discours qui est cohérent, qui est toujours le même, qui n'a pas changé, on n'est pas des girouettes. Et ça, c'est des petites pièces du puzzle qui font que on arrive à gagner le contrat, à gagner le deal quoi, à la fin. Mais ça, c'était une des anecdotes qui m'a plus marqué parce que j'étais là, mais qu'est-ce que... Tu as raison. Qu'est-ce que j'ai fait Ça me fait penser à une autre notion qui est celle de l'intégrité. Il flaire l'intégrité. C'est pour ça que je me sens bien. J'ai plein de défauts, mais l'intégrité, je ne pense pas que ce soit un de mes défauts. Et la droiture, hein, l'engagement de soi. Les Japonais sont très engagés. Et je sais que c'était une notion très très forte. Quand on dit un truc, on le fait, on s'y tient, et on n'est pas... voilà, on y va, on le fait. Ça, c'est une chose qui me plaisait vraiment beaucoup dans mon travail avec les Japonais. Cette notion d'intégrité. Je reboucle avec ce que je citais en tout début de talk sur le temps long. Par défaut, l'attitude de nos partenaires japonais, quand on commence à faire du business au Japon, c'est souvent de pas trop nous calculer en tant qu'étrangers. On est là, on est de passage. En plus, on vit pas au Japon. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui viennent et qui essaient de faire du business au Japon. Et on passe, et puis on n'a pas le sentiment d'être écouté, vraiment. Mais pour les Japonais, c'est qu'ils en voient passer tellement des gens qui s'intéressent au Japon et qui essayent, ils pensent que ça va marcher en 3 mois, et puis ils repartent, et puis ils n'entendent plus parler. Donc ils s'investissent pas dans des relations. Et on peut les comprendre, ils ont raison, puisqu'au final, c'est les personnes qui viennent, qui reviennent, qui reviennent, et qui se font amis, et puis on va finir par aller boire un verre, et puis on finit par avoir de la nominication, nomu communication, nomu ça veut dire boire, communication c'est un vrai mot en japonais. On va aller boire ensemble après le meeting, et puis c'est là qu'on fait le deal. C'est sur la table du restaurant, plutôt qu'en salle de réunion. Mais ça vient après des mois et des mois de plusieurs meetings. Donc encore une fois, on revient sur le temps long, sur cet investissement qu'il faut faire avec ce pays. J'allais dire, il y a effectivement, avec les Japonais, il y a quand même beaucoup de réunions de validation. Hein. Ouais. Oui. Voilà. S'il y a un perfect blend, pour moi, c'est américain-japonais. C'est la vitesse, la rapidité d'un Américain, mais la discipline du Japonais. Ce blend, je l'avais. Hein. Mon mentor, c'était Watani-san. Masahiko Watani, le CEO global du groupe Shiseido, et c'est pour ça que j'ai rejoint cette maison, que j'avais osé quitter Chanel. C'est parce que ce monsieur a fait la transformation de ce groupe-là en 2014. Voilà, il a imposé l'anglais, vous imaginez ? C'est une révolution quand même. Il a fait monter en puissance justement les femmes dans les postes de management. Il a internationalisé la société. Et ce monsieur est maintenant à la retraite, 72 ans. J'ai l'honneur de toujours être en contact avec lui. Un grand monsieur. Incroyable. Alors, je vais peut-être poser mes dernières questions. Est-ce que, alors en parlant un petit peu voilà, des personnes, est-ce qu'il y a des choses personnelles ou professionnelles que vous avez moyennement aimées, tous les deux, ou qu'il y a eu un malentendu, vous vous êtes dit, voilà, j'avais pas très bien compris, je me suis un peu sentie mal à l'aise? Je sors vraiment la liste. Oui. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Des choses mal à l'aise au Japon, je dirais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est peut-être les petits ennuis du quotidien. Alors c'est pas vraiment mal à l'aise, mais c'est ce qui nous ennuie au quotidien. On croit souvent que le Japon est une société moderne, une administration qui tourne excellemment bien. C'est une très belle administration qui a très bien pris ses marques dans l'ancienne administration française, mais surtout qui n'a pas mis de digital dedans. Donc, vous passez votre vie à écrire votre nom, votre prénom, votre adresse et votre numéro de téléphone continuellement pour la même démarche plusieurs fois, sur plusieurs papiers, qui vont finir dans des bureaux différents, qui ne sont jamais remis ensemble. Et ça, au quotidien, je pense j'ai vu quelqu'un d'ailleurs l'autre jour faire un simili-calcul en disant différence entre 2 personnes qui ont un nom très long et un nom pas assez long, et un nom très petit. Vous gagnez des milliers d'heures à l'année juste pour pouvoir écrire votre nom sur des formulaires papier au Japon. Ouais, ça c'est
Ça, je suis content de plus J'ai avoir. l'impression que des gens se retrouvent dans tes commentaires. Oui, il y a Ils l'ont vécu. quelques-uns qui connaissent. Qu'est-ce que je pourrais te dire le process décisionnel, parfois, peut prendre beaucoup de temps, parce que trop de gens sont impliqués, quelquefois, sur les mêmes sujets. Hein. Beaucoup de gens travaillent sur les mêmes choses. Ça, c'est un sujet, et ça rejoint un peu ton point, les process. C'est bien d'avoir des process, mais avoir trop de process, ça tue la créativité aussi. Et moi, je me suis marré au début, de temps en temps, quand les Américains faisaient leur présentation olé olé avec des palmiers justement dessinés sur leur présentation. Là, c'était un froid dans la pièce. C'est juste pas possible. Vous n'avez pas mis le bandeau blanc là et le texte dans le cadre noir ici, et les codes couleurs sont pas les mêmes. Et j'ai vu mes amis japonais vraiment perdre pied dans la présentation. C'était plus la forme qui était plus du tout là, et ils auraient dû suivre exactement le carré en haut. Je me souviens très bien. Après, ils se sont détendus, hein, parce que chaque pays, les Italiens, voilà, tout le monde présente à sa façon. Mais voilà, mais ça me fait rire, c'est pas une gêne, hein, ça me faisait rire parce que je savais que les Américains, à chaque fois, les présentaient un truc qui était hors cadre. Mais je riais, moi, parce qu'il faut bien s'amuser de temps en temps dans les affaires, de voir que c'était pas prévu comme ça. Chef, vous avez vu, ils ont fait autre chose, et la peur aussi hiérarchique que le patron soit pas content et qu'on ait laissé faire, etc. Voilà. Donc il y a un peu de creative thinking aussi qui manque de temps en temps. Hein, on sort peu des sentiers battus. Quand un truc il est comme ça, il est comme ça. Ce que j'aime en même temps, mais c'est vrai que de temps en temps, un peu plus de creative thinking. Voilà. Tu me fais penser à quelque chose, donc j'en profite pour rebondir. Au Japon, il y a vraiment une notion très importante de responsabilité. Qui prend la responsabilité d'une décision ou d'une action, d'autant plus en entreprise. Ce qui amène à des moments assez comiques qu'on a tous vécu, où on pense que des choses avancent quand elles n'avancent pas. Pas du tout. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, il faut définir qui a la responsabilité d'une action et quelles conséquences ça peut avoir sur la personne et sur le groupe. Sur le groupe, parce que la plupart des décisions qui sont prises au Japon sont prises de façon commune. Vous avez une décision, vous avez un papier avec une série de petits carreaux en haut et en bas de la page, où tout le monde met son tampon, sa signature personnelle, pour qu'à la fin, si tout se passe bien, tout le monde est content, mais si tout se passe mal, on ne peut pas pointer du doigt une seule et même personne. Dans une start-up, on ne peut pas faire ce genre de process. Même si j'ai une start-up japonaise, une start-up française, on ne peut pas mettre en place ce genre de process qui sont faits pour des grandes structures, des grands groupes. Et donc parfois, quand on travaille avec une ou deux personnes dans notre bureau, on se rend compte que les choses n'avancent pas, jusqu'à ce qu'on se dise « Ah, mais j'ai oublié d'enlever la responsabilité à cette personne pour qu'elle puisse faire avec tout son potentiel les choses. » Et donc, une des actions que je prends régulièrement avec les Japonais et les Japonaises avec qui je travaille, c'est de leur dire « C'est pour moi. C'est ma responsabilité. Je te demande de faire le travail, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pour moi. C'est moi qui prends le risque. » Et là, d'un coup, ça avance. Et ça avance avec tout le potentiel de bulldozer et de précision que les Japonais peuvent avoir. Il y a un autre angle que tu me fais penser, c'est marrant, parce que comme ça, on pourrait parler toute la nuit. Hein. Oui, tout à fait. C'est l'humilité aiguë des Japonais, un sens de l'humilité extraordinaire qui me... comme disait Montaigne, on n'est jamais assis, dans le plus grand royaume du monde, on n'est jamais assis plus haut que sur son cul. J'ai toujours aimé cette citation de Montaigne qui me plaît beaucoup. Eh bien, les Japonais sont très humbles. Et j'ai souvent vu des situations étranges où effectivement, ils sont tellement humbles que quand ils fail, quand il y a un problème, ils n'ont pas réussi un truc, eh ben, ils s'excusent publiquement, mais des super managers, hein, des gens à rôle global. Hein, et effectivement, ça, pour nous, Européens, c'est un peu bizarre au début, hein, parce que ils prennent le temps de s'excuser, de dire j'ai mis la société en péril, j'aurais jamais dû prendre cette décision, etc. Mais je trouve que c'est touchant en même temps, c'est surprenant et touchant parce que les gens reconnaissent et voilà. On pourrait penser que c'est excessif vu de notre paroisse, mais là-bas c'est normal, les gens acquiescent le fait qu'ils ont fait une erreur, ils sont plus voilà. Je vais rebondir sur l'humilité, mais sur le côté plutôt positif de l'humilité, au Japon aussi. Alors, c'est pas forcément une comparaison avec la France en tant que telle, mais plutôt l'Occident. Ce qu'on voit ici beaucoup et ce qu'on voit aux US, c'est pour être un grand mécène et pour prouver qu'on est un grand mécène ou qu'on a de l'argent, et ben on met son nom sur un building.
On en voit beaucoup ça aux US, mais bon, maintenant on le voit en France. Enfin, toutes les arénas maintenant sont avec des noms de marques ou avec des noms de gens. Je trouve ça aberrant. Au Japon, dans le bonsaï par exemple, depuis des centaines d'années, il y a des mécènes et des propriétaires, des collectionneurs qui financent cet art, qui financent des œuvres d'art, alors que ce soit le bonsaï ou que ce soit les calligraphies, que ce soit toute forme d'art, et qui n'ont jamais, au grand jamais, leur nom inscrit publiquement sur ces œuvres d'art. Alors, nous, dans le bonsaï, une fois par an, quand on fait la grand-messe, le Super Bowl du bonsaï en février à Tokyo, c'est l'exposition nationale de bonsaï qui s'appelle la Kokufuten, il y a une petite plaque comme ça, puis en tout petit, sur le côté, là, il y a un nom. Et c'est tout. Ça sera tout. Alors que c'est des œuvres d'art qui sont des œuvres d'art centenaires qui ont été entretenues de génération en génération par des maîtres, qui sont soutenues pas par des propriétaires, mais par des stewards, par des gens qui accompagnent la vie d'une œuvre d'art, d'une plante vivante sur le long terme, pendant leur fragment de vie, parce qu'ils vont nous enterrer. Donc c'est venir accompagner ça, et ils font ça d'une façon tellement humble que, bon, c'est pas unique au Japon, bien sûr, mais ça se retrouve beaucoup au Japon, c'est vrai. Ça me fait sourire parce que jeudi dernier, j'étais à Chicago, chez un gros distributeur dont je ne peux pas donner le nom, mais j'avais en face de moi une fenêtre et il y avait la Trump Tower de Chicago avec Trump Tower écrit en... Je savais qu'il y avait celle de New York que je connais bien parce que j'avais Starbucks au premier étage, mais je savais pas qu'à Chicago, il y en avait une, et là, alors, un statement énorme, et je l'avais en face dans la réunion, donc je ne pouvais pas m'empêcher de les voir. Voilà, effectivement, oui. C'est différent. C'est différent. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. On a encore 10 minutes. On peut prendre des questions pendant 10 minutes. Oui, ouais. Oui. Non, parce que vous avez parlé tous les deux de temps long, de process quand même qui semblent un petit lourd, un peu lourd. Comment se fait-il que le Japon soit aussi compétitif avec... C'est une très bonne question. Troisième puissance économique mondiale, voire quatrième, entre 3 et 4. C'est une très bonne question. Dans le temps long, je pense qu'on voit la stratégie à très grande échelle. Et donc, on se permet de faire des investissements technologiques qui ont... faut remettre aussi dans le temps. Là, le Japon est un peu en déclin. Mais il a été à son apogée depuis les années 90. Et la résultante, qu'est-ce que sont les années 90 ? Ce ne sont que la résultante des investissements qui ont été faits à l'après-guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'après-guerre ? Il faut remonter un peu dans le temps. L'après-guerre, les Japonais se sont dit, on sort d'une guerre catastrophique, on n'a plus d'industrie, on n'a plus rien. Et ben, au lieu d'être concurrents, on va se mettre ensemble et on va travailler ensemble. On va créer des conglomérats industriels qui vont nous permettre de devenir des leaders de demain. Et donc, dans les années 90, on a ces résultats-là qui font que troisième puissance mondiale. Ça se décélère un petit peu. En ce moment, ils se font un peu bouffer par d'autres pays d'Asie. Et c'est le résultat d'un manque d'investissement stratégique ou de mauvaise prise de décision à certains moments. Mais ils sont toujours dans ce temps long. Donc, Moi, mon regard, c'est que ta question est ultra pertinente. Je me suis toujours dit comment ils font pour être troisième puissance économique mondiale. Parce que ils parlent pas bien anglais, il faut être objectif. Hein. Même les gens... Hein. Non, tu n'es pas d'accord ? Toi, oui, tu es une brillante avocate. Mais beaucoup de Japonais, jeune génération, n'ont pas un anglais parfait. Hein, je suis désolé, hein, même dans une boîte internationale comme Shiseido. C'est un sujet quand même. Hein. Le deuxième point, c'est l'internationalisation des sociétés. Elle est pas très forte. Hein. Longtemps, les boîtes japonaises ont mis des Japonais d'ailleurs un peu partout. Et Watani-san, pour revenir à lui, mon mentor, avait dit aucun Japonais à l'étranger. Ça doit être du local. Voilà, à part, moi, j'avais juste un Chief Operation Officer et c'est tout, quoi, qui était japonais. Et je trouve qu'ils ont du mal dans l'internationalisation de leur société. Bien sûr, il y a des modèles comme Toyota à Valenciennes. Enfin, il y a plein de choses que j'ai visitées d'ailleurs. Ah, Noriko, Valenciennes, c'est merveilleux, Toyota. Faut y aller voir. Hein. Une Yaris toutes les minutes qui sort de la chaîne. Une Yaris toutes les minutes, c'est incroyable. Mais il y a un manque d'internationalisation. Les Japonais ont fort à gagner à s'internationaliser au sein de leur siège aussi. Hein. Chez Shiseido, il y avait peu, je le regrettais, mais peu de mixage culturel international. C'était quand même à 99% des Japonais chez Shiseido, au Japon. Hein. Donc il y a peu d'expats, cette politique d'envoyer finalement, ou de faire venir, surtout au Japon, des expats. Il n'y en a pas beaucoup, pas assez. Je suis tout à fait d'accord. Merci.
Il y a un sujet qui est pas complètement business, mais qui me paraît être un trait d'union très fort entre le Japon et la France, qui est la gastronomie et le rapport à l'alimentation, enfin, le rapport au savoir-faire culinaire. Alors, je sais pas si vous avez des choses à dire de vécu là-dessus. Et si vous partagez. Culture, c'est le premier mot que j'ai dit tout à l'heure. Culture culinaire. On en parle. La culture culinaire française, la culture culinaire japonaise. Au cœur de la vie française et japonaise. Complètement. Je le disais aussi tout à l'heure, on fait du business au restaurant, autour de la nourriture. Ça nous rassemble. Les Japonais ont une précision, on va employer tous les mots qu'on a utilisés pendant le truc, une précision, une attention du détail sur la partie nourriture qui est juste extrême. Extrême. Enfin, on mange du poisson cru. Quand même. On mange du poulet cru. On mange du cœur cru. Il faut que ça soit nickel. Mais dans la culture culinaire japonaise, vous avez 72 micro-saisons dans l'année. Pas 4 saisons, 72. Les Japonais ont divisé l'année en 72 micro-saisons qui sont exactement les moments où chaque légume, plante arrive à son prime. Où on peut les cuisiner au meilleur de leur goût, de leur saveur. Bon, on fait pareil dans le bonsaï. Mais c'est lié aux plantes, c'est lié à ce respect de la nature, zen, bam, on revient, du végétal, de la place que ça peut avoir dans nos vies, de prendre cet aspect naturel et de l'amener vers nous, et de le partager en groupe. Et là, everything is connected. Moi, je rajouterais juste, effectivement, c'est très fort, cette culture culinaire. Il y a d'ailleurs beaucoup de grands chefs français qui ont fait école là-bas, au Japon. Pour revenir au groupe Shiseido, le groupe Shiseido a un restaurant 3 étoiles Michelin qui s'appelle L'Osier, au cœur de Ginza, dont le chef est français, Olivier Chénion, qui est quelqu'un de très agréable. Et l'inverse aussi. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Donc, il y a beaucoup d'échanges interculinaire, si j'ose dire, entre les deux pays. Il y a des grands chefs français très connus qui parlent beaucoup du Japon avec beaucoup de révérence, beaucoup de respect. Et tiens, il me semble, si je ne m'abuse, que nous avons à Paris un restaurant de sushi dont le propriétaire est une femme qui est maître sushi et qui a une étoile au Michelin. Déjà, au Japon, on n'est pas maître sushi quand on est femme, ou très rarement. On peut l'être en France, et en plus on peut avoir une étoile au Michelin. C'est quand même pas rien. Je vous propose qu'on continue notre conversation en bas, oui, c'est ça, au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, au restaurant. On aura la chance de bénéficier d'une dégustation de saké pétillant qui nous a été très gentiment offert par Benoît. Merci beaucoup. Benoît est là-bas. Qui est là-bas. Voilà. Merci Benoît. Il nous a gentiment sponsorisé pour cet événement. Donc un saké pétillant, Mio si je ne m'abuse. Donc voilà, vous êtes tous cordialement invités à descendre. On pourra continuer cette discussion autour d'un verre de saké. Et merci à Sophie pour nous avoir réunis. Merci beaucoup. C'est grâce à toi Merci. tout ça. Beaucoup à Sophie. Merci Bravo. beaucoup Sophie. Et à Ouillard pour leur accueil.